Give me the car keys. Give me the car keys. Give me the car keys. Don't play with me. L'autodéfense. L'image évoquée est celle d'experts en combat qui maîtrisent des techniques hautement perfectionnées. Voyons si je peux l'arrêter d'un seul doigt. Allons-y, avance. Incroyable! Mais comment le commun des mortels peut-il apprendre à se défendre dans un affrontement où sa vie est menacée? Dans ce laboratoire spécialisé, la crème des physiologistes, des experts en autodéfense et des techniciens en informatique Vous voyez exactement ce que je vois? utiliseront une variété de capteurs biomécaniques sophistiqués, Ce que je ne ferai pas pour la science. des caméras à grande vitesse révolutionnaire et une animation 3D d'avant-garde afin de tester certaines des meilleures méthodes pour transformer les victimes en vainqueurs. Voici l'extraordinaire anatomie des armes humaines. Selon le département de la justice des États-Unis, plus de 5 millions de crimes violents ont été rapportés l'an dernier. De simples principes de base peuvent sauver des vies. Des experts se sont associés pour convertir la connaissance 2, 1. en puissance. Des spécialistes du combat corps à corps nous montreront comment anticiper une attaque avant même qu'elle ne se produise. Physiologistes et ingénieurs testeront les faiblesses anatomiques du corps humain. Des cibles de choix pour les experts quand vient le temps de se défendre. Les experts en arts martiaux et les instructeurs d'autodéfense transformeront des objets de la vie courante en armes. Comme quoi, il est possible de se protéger avec ce qui nous tombe sous la main. Même dans l'obscurité. L'objectif est toujours le même. Se servir de la connaissance de l'anatomie humaine et de la conscience de notre environnement pour survivre quand on doit se défendre par nos propres moyens. Chaque jour, aux quatre coins du monde, voleurs, violeurs et meurtriers agressent physiquement d'innocentes victimes. Amir Peretz a enseigné l'autodéfense aux militaires israéliens. Il a plus de 20 ans d'expérience en arts martiaux. Selon lui, si quelqu'un est contraint de se défendre, la meilleure stratégie demeure une franche attaque. Mieux vaut contre-attaquer vigoureusement, sans hésitation. Il s'agit de frapper là où c'est le plus douloureux. Le seul objectif, se dégager et fuir. L'anatomie humaine fournit une marche à suivre pour mener à bien ce plan d'évasion. Notre corps est couvert d'une multitude de points faibles. Les points faibles du corps humain sont ceux qu'il est impossible de renforcer. Ce sont les yeux, le nez, le sillon sous-nasal, le menton, la gorge, qui comprend la trachée et les artères carotides, les clavicules, le plexus solaire, l'aine, les tempes, la mâchoire, le foie, les cuisses et l'ensemble des articulations. Les experts en autodéfense Amir Peretz et Brent Foster savent exactement où viser. Mais une fois qu'il sait où frapper, l'homme ordinaire parviendra-t-il à neutraliser son agresseur? Prenons par exemple la scientifique en chef de sciences du combat Cindy Burr. Aujourd'hui, on veut tester les faiblesses anatomiques. Parfois, il suffit de très peu de puissance pour atteindre notre objectif. De toute évidence, les gars, vous êtes costauds et athlétiques. Mais une femme comme moi peut tout de même réussir son coup en visant juste. Quelle partie du corps sera notre cible pour cette expérience? Le sillon sous-nasal, entre la lèvre supérieure et le nez. Il faut très peu de force pour mettre quelqu'un hors combat en le frappant sur le sillon sous-nasal. Bren est très fort. Si j'essaie de l'empêcher d'avancer en posant ma main sur sa poitrine... Vas-y, Bren, avance. Vous voyez, je n'y arrive pas.
Mais je vais essayer avec mon index. Voyons si je peux l'arrêter d'un seul doigt. Allons-y, avance. Aucune chance. Il est possible de retenir une armoire à glace avec un seul doigt. Comment? Grâce à une simple loi de la physique. Il a réussi à neutraliser son agresseur simplement grâce à l'effet d'un bras de levier éloigné de son centre de gravité, ce qui a projeté son cou vers l'arrière. Ça a suffi pour lui faire perdre l'équilibre et le repousser. Peu importe la force de l'assaillant, il lui est impossible d'avancer dans une telle situation. Le sillon sous-nasal est couvert de terminaisons nerveuses sensibles. En appuyant dessus, non seulement obtient-on un effet de levier, mais on provoque une sensation de brûlure qui fait pleurer des yeux. Les multiples nerfs de la région situés sous le nez sont une cible de choix en autodéfense. Lors d'une véritable agression, les experts recommandent une défense simple. Asséner un coup puissant sur le fameux sillon avant de s'enfuir. Mais est-ce suffisant pour échapper à son agresseur? Ce cobaye d'$250 000 nous le dira. J'ai apporté un dispositif appelé Focus. C'est la reproduction de tête la plus perfectionnée dont on dispose. L'acronyme FOCUS signifie en anglais contre-mesure de sécurité pour le visage et les yeux. Cette tête est conçue pour étudier les blessures au visage. Elle est dotée de dynamomètres, des capteurs spéciaux qui mesurent la force d'un impact. L'objectif de ce test est de calculer la force générée par la main d'Amir. On connaît déjà la tolérance du corps humain. Okay, you ready, Amir? Okay. 3, 2, 1, strike. Amir a frappé le mannequin avec une force de 225 décanewtons. Une telle puissance causerait une vive douleur et pourrait fort bien fracturer des os. Même avec la force d'un homme ordinaire, il s'agit d'un coup dévastateur. Les capteurs installés dans la tête Focus nous révèlent pourquoi. Il est fort probable qu'un impact de 225 décanewtons sous le nez écrase le cartilage nasal et fracture l'os. Les multiples nerfs de la région nasale envoient des messages de douleur au cerveau et les yeux se remplissent de larmes, ce qui obstrue la vision. Le sang, l'enflure, l'abondante sécrétion de mucus et les fragments d'eau nuisent à la respiration. De petits vaisseaux sanguins se rompent dans les narines, ce qui provoque d'importants saignements. Plusieurs croient que frapper le nez d'un agresseur avec la paume de la main risque de le tuer en enfonçant la cloison nasale dans la cavité des sinus pour terminer sa course dans le cerveau. Mais c'est un mythe. 2 os du crâne bloquent le passage entre les sinus et le cerveau. Or, même s'il n'est pas létal, un coup puissant porté sous le nez demeure un moyen d'autodéfense efficace, suffisant pour neutraliser un agresseur. Le visage n'est pas notre seul point faible. Le bas du corps comporte son lot de zones fragiles, vulnérables aux coups défensifs. Personnellement, je préfère attaquer le genou. Comme il ne peut pas pivoter latéralement, il est très fragile. En le frappant selon un angle précis, on neutralise rapidement notre assaillant. Bren, tu vas donner un coup de pied sur le genou de ce mannequin pour nous permettre de mesurer ta force de frappe. Un coussinet de pression TechScan nous donnera exactement la force ou la pression générée par son coup de pied. Ready, Bren? Yep. Okay. 3, 2, 1, kick. Avec sa ceinture noire 5e dan de taekwondo, Bren est capable de causer beaucoup de dommages avec un seul coup de pied. Tu as généré une force de 112 décanewtons. Ce serait probablement suffisant pour faire éclater la rotule et ça déchirerait certainement les ligaments. Rejeter la jambe vers l'arrière aussi rapidement cause de graves blessures. Tu as brisé mon capteur. Je crois qu'il est fichu. De toute évidence, un coup au genou porté par un expert est dévastateur. Mais un simple mortel serait-il capable de neutraliser son agresseur d'un seul coup de pied ou, à tout le moins, lui faire assez de mal pour avoir le temps de s'enfuir? La science du combat a la réponse. Selon les experts, ce n'est pas la puissance du coup qui importe le plus, mais son angle. L'explication réside dans la mécanique du genou. Il est conçu pour permettre la flexion afin de faciliter le mouvement de s'asseoir.
Mais quand la jambe s'étire pour se mettre en position debout, l'articulation se bloque et elle ne peut plier dans l'autre sens. Frapper le genou dans cette position risque de causer une hyperextension. Les fragiles ligaments et cartilages de l'articulation du genou subiront ainsi de graves dommages. Rejeter l'articulation vers l'arrière peut rompre le ligament croisé antérieur du genou, tandis que frapper l'articulation de côté endommagera le ligament latéral interne. D'une façon ou d'une autre, c'est l'équivalent d'abattre un arbre. Sans support, le genou flanche et par conséquent, l'assaillant s'effondre. Kelly Campbell est une instructrice d'autodéfense spécialisée en Krav Maga, un art martial pratiqué au sein de l'armée israélienne. Elle est la seule femme ceinture noire 3e dan aux États-Unis. Brent Foster pèse 10 kilos de plus que Kelly. Pour se défendre, elle visera l'un de ses points faibles. Le poignet est une articulation très complexe. Le poignet est une excellente cible grâce à l'évolution de l'articulation. Le poignet compte 8 os, qu'on appelle les os carpiens. En raison de leur nombre élevé, il y a plusieurs façons de tordre le poignet ou d'appliquer une force contre lui pour l'affaiblir. Bren va tenter d'étouffer Kelly en la saisissant à la gorge, une méthode d'agression bien connue. Elle aura à peine quelques secondes pour se libérer de son étreinte avant de s'évanouir. Il faut entre 3 et 8 secondes avant d'étouffer. C'est bien suffisant pour se défendre et s'enfuir. Okay, Brad, you ready? Kelly, you ready? Yep. 3, 2, go. OK. J'ai réussi à me libérer en moins d'1 seconde. Le secret de la réussite de Kelly réside dans le moment de sa torsion générée par la vitesse de rotation de son corps. Wow, 580 degrés. Ouais, 580 degrés par seconde. Aussi vite que ça. Ta rotation est aussi rapide que celle d'un frappeur au baseball. Tes hanches ont bougé à la vitesse de l'éclair. C'est l'essentiel. Il me tenait fermement et il est très fort. Tout est dans ce mouvement-ci. Juste au son de ma voix, on sait que je peux maintenant respirer. Cette torsion est l'élément essentiel. Tout mon corps exerce une pression sur son poignet. La vitesse l'emporte sur la puissance. En se retournant, Kelly applique le moment d'inertie de son corps contre le poignet de Bren. Elle n'a pas besoin d'employer davantage de force musculaire que lui. C'est une loi de la physique qui n'a rien à voir avec la force musculaire. Plusieurs bagarres se terminent au sol. C'est important de savoir comment se défendre dans une telle position. Kelly sait comment échapper à un agresseur grâce à l'effet mécanique. À travers cette plateforme transparente, on pourra constater comment la physique change la donne dans un combat au sol. Quand on se fait attaquer au sol, les règles du jeu ne sont plus les mêmes. Notre seule chance consiste à repérer les points faibles du corps de notre adversaire et trouver un moyen de l'emporter sur lui. Kelly et Amir, vous allez simuler une attaque au sol pour nous montrer quels sont les moyens de défense appropriés. Kelly, tu comptes te servir de tes jambes, c'est ça? Oui. Je vais faire une prise qu'on appelle un contrôle en triangle pour mettre Amir hors combat et me dégager. C'est une technique éprouvée qui donne d'excellents résultats, peu importe notre carrure ou celle de notre adversaire. Si la prise est effectuée rapidement et correctement, on étouffe en quelques secondes à peine. Dès que je vais sentir que je perds connaissance, je vais frapper par terre. Avant tout, on va poser cet instrument sur ton oreille. C'est un saturomètre. Il nous permettra de mesurer l'afflux du sang à ton cerveau pendant l'exercice. On est prêt à commencer le test. Et ne t'inquiète pas, on va surveiller tout ce qui se passe. You ready? Ready. 3, 2, 1, go. Kelly exécute ce qu'on appelle un contrôle en triangle. Elle se sert de ses muscles les plus puissants, ceux des jambes, contre l'un des points les plus faibles de son adversaire, la gorge. Dans cette position, le sang ne peut plus circuler dans les artères coronaires d'Amir. Ce sont les gros vaisseaux sanguins qui alimentent le cerveau en oxygène. Sa fréquence cardiaque augmente dans l'espoir de faire circuler davantage d'oxygène. Mais le contrôle en triangle empêche l'oxygène d'atteindre son cerveau. Et si le cerveau d'Amir est privé d'oxygène pendant seulement 8 secondes, il risque de s'évanouir. Après quelques minutes, des dommages irrémédiables au cerveau peuvent survenir, et même la mort. J'ai senti une forte pression sur mon cou. C'est ce qui m'a poussé à abandonner beaucoup plus vite.
Je n'ai pas attendu de commencer à suffoquer. L'élément de surprise provoqué par exemple en étouffant un agresseur avec ses jambes peut le pousser à reculer et à repenser sa stratégie. Comme on ne veut pas qu'Amir perde connaissance, un mannequin conçu à cet effet le remplacera. Ces capteurs installés dans son cou mesureront la pression appliquée par Kelly pendant sa prise. 3, 2, 1, go. Bien. Et puis, comparativement à ton expérience avec Amir, c'était certainement différent. Assez différent, oui. Les épaules sont gênantes. Le mannequin n'est pas très coopératif comme un agresseur. Il faut réussir à exercer une force contre la gorge. J'ai l'impression d'avoir bien exécuté la technique. En examinant les données, il semble que tu n'as pas exercé beaucoup de pression, entre 20 et 40 décanewtons. Mais c'est bien suffisant. La pression n'a pas besoin d'être forte pour écraser les artères coronaires. Ce n'est pas surprenant que les chiffres ne soient pas très élevés. Tout est dans la technique. Tu as réussi à immobiliser ton agresseur. En connaissant les points faibles du corps humain, une personne très délicate peut avoir le dessus sur quelqu'un de très costaud. Quand leur vie est en danger, les experts se servent de tout ce qui leur tombe sous la main pour se défendre. Le champion et instructeur de taekwondo Brent Foster enseigne également l'autodéfense à des gens qui n'ont jamais pratiqué d'arts martiaux. L'une de ses plus importantes leçons, les objets de la vie courante peuvent servir d'armes pour parer à une attaque. La plupart d'entre nous disposent d'un arsenal d'armes d'autodéfense sans même s'en rendre compte, que ce soit un simple magazine ou des clés. Mais ces objets sont-ils efficaces? Les gars, en tant que femme, lorsque je finis de travailler tard le soir, j'ai peur de marcher seule jusqu'à ma voiture. Il fait noir et c'est le moment idéal pour une agression. Qu'est-ce que j'ai pour me défendre dans une telle situation? D'abord, il faut demeurer vigilant en toutes circonstances. Ensuite, on devrait toujours mettre notre clé entre nos doigts, comme ça, appuyée dans le creux de la paume, avec l'extrémité qui dépasse. Si on prend cette habitude, on est prêt à frapper, quoi qu'il arrive. Une force suffisante concentrée dans cette clé peut la faire pénétrer dans la peau en causant de graves blessures, particulièrement sur les points faibles du visage. Absolument. Mais une simple clé peut-elle vraiment nous protéger? Où est-ce que je devrais viser exactement? N'importe où dans la région des sinus, la lèvre supérieure, et n'importe où d'ici à là. L'élément de surprise joue un rôle déterminant dans ce cas-ci. Personne ne s'attend à recevoir un coup au visage avec un objet pointu qu'il n'a même pas vu. Mais est-ce suffisant pour décourager un agresseur? Une fois encore, c'est la technologie qui fournira la réponse. Les scientifiques veulent mesurer l'efficacité d'une clé contre une vraie cible. Ils se serviront d'une tête de mannequin dans un bloc de gélatine qui reproduit fidèlement le crâne humain. Elle est anatomiquement authentique. On y retrouve les mêmes os du visage qu'un crâne humain. On l'a enduite d'une gélatine balistique qui imite les tissus mous du visage. Brent place la clé entre son index et son majeur. La base repose solidement dans le creux de sa paume et l'extrémité de la clé dépasse dangereusement. Mais se contentera-t-elle d'égratigner superficiellement l'agresseur ou saura-t-elle sauver une vie? Okay, Brent, you ready? Yep. 3, 2, 1, strike. Super! Tu as frappé ici. Si on regardait à l'intérieur, on verrait peut-être même une marque sur l'os. As-tu l'impression d'avoir touché l'os? Je ne crois pas y avoir touché. La clé a peut-être ricoché sur l'os avant de s'enfoncer dans l'orbite. La caméra haute vitesse révèle l'étendue des dégâts. La clé en fer de 5 cm de Brent a frappé le mannequin avec une puissance de 110 décanewtons. Elle a pénétré dans la gélatine balistique avant de toucher l'os malaire et de dévier dans l'orbite. Une telle puissance aurait certainement fracturé l'os. Mais l'œil est un organe si sensible qu'une force 2 fois moins grande pourra neutraliser temporairement l'agresseur. Il s'agit de viser au centre. Sans que la clé touche les os et glisse vers l'œil, l'objectif est atteint. Le secret réside dans la surface de contact.
Comme toute la puissance est concentrée dans l'extrémité de la clé, même une pression minimale exercée par une personne de force moyenne causera de graves blessures. Mais qu'arrive-t-il si la victime n'a pas de clé dans sa main? Selon les experts en autodéfense, à peu près n'importe quoi peut servir d'arme. Si je comprends bien, même un simple magazine peut nous protéger. Absolument. Je le roule très serré, le plus serré possible. Ça prend peut-être quelques secondes, mais gagner du temps peut permettre de se défendre contre un agresseur. Ensuite, si je le plie au milieu, soigneusement, j'obtiens une surface de frappe très solide. Selon toi, il est possible de générer une plus grande puissance avec ce magazine roulé qu'avec un poing. Selon moi, la puissance sera équivalente à celle de mon poing. Mais toujours à cause de la surface concentrée, je pourrais causer de plus graves blessures à des endroits précis. OK. Il est temps de vérifier cette hypothèse. Suivez-moi. Ici, on a un morceau de verre trempé de 3 mm d'épaisseur. Lors du prochain test, Brent tentera de casser le verre, d'abord avec son poing et ensuite avec le magazine. L'objectif consiste à déterminer si les dommages sont inversement proportionnels à la surface de l'arme utilisée. Brent porte un gant de boxe pour protéger sa main, car on craint que le verre ne vole en éclats. Un extensomètre mesurera la puissance de l'impact et transmettra les données à un ordinateur. On veut savoir si tu causeras plus de dommages avec ton poing ou avec le magazine. 3, 2, 1, punch. L'extensomètre montre que malgré le gant de boxe, Brent touche le verre avec une force de 173 décanewtons. Tu ne l'as pas cassé. Non. Mais c'était un bon coup. D'après toi, tu auras plus de succès avec le magazine? Comme le point de contact sera plus petit avec le magazine, la puissance sera plus concentrée. Ce qui causera plus de dommages? Oui. OK. Brent retente l'expérience, mais cette fois, il se sert de son arme improvisée. Est-ce qu'elle augmentera sa puissance de frappe? Même une légère augmentation pourrait lui donner le temps de s'enfuir. You ready, Brent? Yep. 3, 2, 1, punch. Brent frappe moins fort qu'avec son poing, mais il exerce davantage de contraintes sur le verre, soit 142 décanewtons. Le magazine roulé concentre son impact sur une zone beaucoup plus petite, avec comme résultat plus de dommages et moins d'efforts. Le constat est frappant. C'était efficace. Oui. C'est évident que j'ai causé beaucoup plus de dommages au verre avec le magazine roulé qu'avec mon poing. Une arme aussi simple qu'un magazine roulé permet à une personne de force moyenne de gagner en efficacité et par conséquent d'augmenter ses chances de survie en cas d'agression. Voici l'explication. Comme c'est le cas avec la clé, l'efficacité des armes résulte souvent de simples lois de la physique. La concentration d'une puissance relativement faible sur une surface restreinte est tout particulièrement efficace quand on frappe un endroit vulnérable du corps humain, comme la gorge. Un impact suffisamment important à la gorge peut écraser la trachée, bloquant ainsi l'apport d'air de l'assaillant. La leçon à retenir, pratiquement tout ce qui nous tombe sous la main peut servir d'arme improvisée. En faisant d'un banal coup de poing, un assaut dévastateur grâce à l'application de la physique pure. Mais comment les experts se défendent-ils devant un agresseur armé? Il ne faut contre-attaquer qu'en dernier recours. Si on ne peut pas l'éviter, il faut se défendre et se sauver le plus rapidement possible. Si la fuite est impossible, il ne faut surtout pas céder à la panique. Mais quand notre vie est menacée par un criminel armé, comment vaincre sa peur pour laisser libre cours à l'instinct de survie qui pousse le corps à se défendre? Pour nous aider à répondre à cette question, voici Jonathan Dugas, policier et instructeur de Krav Maga, et Amir Peretz, notre expert en autodéfense. Commençons par un scénario malheureusement trop courant. Un assaillant muni d'une matraque ou d'un bâton.
Amir, qu'est-ce que je peux faire si quelqu'un me menace avec quelque chose comme ça? En règle générale, il faut absolument réduire la distance entre l'agresseur et nous, et ce, le plus brusquement possible. Plus on est près de lui et près de la base de l'arme, moins il y a de résistance. La réaction naturelle devant un bâton est de lever les mains en l'air en essayant de se protéger la tête. C'est ce qui provoque les fractures des bras à cause de l'angle de 90 degrés. Les os longs des humains sont affaiblis en position horizontale. Absorber le choc le long du bras est un désastre annoncé. Seulement en avançant le bras et la main vers l'avant, on voit que tu amorces déjà la déviation ou l'éloignement du bâton. Si tu baisses encore plus le bras, le bâton s'écartera davantage. Étonnamment, il est conseillé de ne pas reculer devant l'arme, mais plutôt de s'en rapprocher. Et il semble que ça fonctionne. Foncer vers le bâton au lieu de s'en écarter permet de faire dévier l'impact. Mais l'expérience confirmera-t-elle la loi de la physique? C'est le moment de vérifier cette théorie à l'aide de différents instruments. D'abord, on a un bâton qu'on a légèrement modifié. Voici un bâton ordinaire, comme on en voit partout, n'est-ce pas? On a installé un accéléromètre au bout. Et on va tester le tout sur un mannequin d'essai de choc. Ce mannequin de choc prendra la place de l'homme. Son bras est placé dans la position de défense habituelle d'une victime, perpendiculaire à l'angle d'attaque. Des capteurs installés dans le bras mesureront la force du coup et l'accéléromètre dans l'arme mesurera la vitesse de l'impact. Amir, are you ready? Ready. 3, 2, 1, strike. Amir frappe avec le bâton à une vitesse de 25 mètres par seconde et avec une puissance de 1055 décanewtons. La matraque d'Amir est couramment utilisée au sein des corps policiers. Elle est faite de nylon durci qui fléchit sous l'impact. Mais elle génère une force phénoménale. Bien suffisante pour fracturer à la fois le cubitus et le radius de l'avant-bras. Le coup porté atteint les deux os dans leur position la plus vulnérable. Cette blessure pourrait s'avérer débilitante et la victime n'aurait aucune chance de s'enfuir. L'équipe repositionne le mannequin pour le test suivant. Cette fois, ses bras sont allongés vers l'avant, parallèlement à l'angle d'attaque, ce que recommandent les experts pour se défendre. Ok, Amir. Est-ce comme ça qu'on devrait réagir devant la menace d'un bâton? C'est à peu près ça, ouais. Dans cette position? C'est ça. Ok. Okay, you ready, Amir? Ready. 3, 2, 1, strike. Encore une fois, Amir frappe à une vitesse de 25 mètres par seconde, mais les résultats sont radicalement différents. En raison de l'angle du bras, il assène un coup oblique au mannequin, en générant seulement 90 décanewtons de puissance, soit 1/10 de la force du premier coup, ce qui ne suffirait probablement pas à fracturer un os. La matraque glisse le long du bras avant d'être déviée du corps. La physique pure et la géométrie expliquent le phénomène. Le mouvement défensif de la victime lui donne l'occasion de se sauver. De toute évidence, le résultat est bien différent, n'est-ce pas? Encore une fois, le concept est simple. Se rapprocher de l'agresseur afin de faire dévier son arme. Ici, on aurait une éraflure ou de légères contusions, contrairement à une fracture du bras. C'est très bon à savoir, je n'y aurais jamais pensé. Mais que se passe-t-il si l'arme est un fusil? Là encore, il s'agit d'un scénario courant et l'un des plus terrifiants. Un agresseur surgit de nulle part et braque son arme dans le dos de sa victime. La situation devient extrêmement dangereuse en présence d'une arme à feu. On ne doit pas riposter, à moins d'y être obligé. Mais dans ce cas, tout n'est pas perdu. Est-il possible de désarmer son assaillant dans une telle situation? On va montrer comment se défendre lorsqu'un agresseur pointe son arme dans notre dos. On se servira d'un vrai revolver avec des 6 munitions. C'est très dangereux. À partir de maintenant, ce plateau devient un champ de tir. Je veux que tout le monde mette ses lunettes de sécurité.
Jonathan Douglas jouera le rôle du criminel. Il se servira de 6 munitions. Ce sont des cartouches d'entraînement qui tirent des projectiles de colorant au lieu de balles de plomb. Ils ne sont pas meurtriers, mais peuvent causer de vives douleurs. Amir tentera de désarmer son assaillant sans lui laisser la chance de tirer. Move. Stay down, on your stomach. Il a réussi à se libérer et à maîtriser son assaillant. Mais comment? Le ralenti révèle le secret derrière la stratégie d'Amir. Il commence par déterminer avec quelle main son agresseur tient le revolver. Et il se retourne de façon à écarter son corps de la ligne de tir. Voilà qui lui permet de maîtriser le bras qui tient l'arme à feu. Amir s'empare ensuite du revolver et s'en sert pour faire pression contre le poignet et le doigt de détente de son agresseur. Grâce à son expertise, Amir parvient même à retourner l'arme contre le criminel. Mais pour le commun des mortels, l'objectif est de s'enfuir le plus rapidement possible après avoir arraché l'arme des mains de son assaillant. L'affrontement aura duré moins de 5 secondes. On your stomach. Il ne fait pas de doute que la physique, la physiologie et l'entraînement peuvent nous aider à nous défendre, à nous servir d'un objet courant comme arme et même à renverser les rôles devant un agresseur armé. Mais y a-t-il un moyen de prévenir complètement une attaque? De l'empêcher de survenir? La vigilance est la clé de l'autodéfense. Les attaques semblent toujours se produire quand on s'y attend le moins. En route vers la maison après le travail. Ou en marchant vers la voiture après avoir fait les courses. Soudain, notre vie est en danger. Give me the car keys. Give me the car keys. Don't play with me. Give me the car keys. You can take it. La première étape de l'autodéfense est d'une extrême simplicité. Demeurer vigilant. C'est ce que les experts appellent la connaissance de la situation. La connaissance de la situation veut dire prendre conscience de ce qui se passe autour de nous. Savoir où on est, rester aux aguets et reconnaître les dangers potentiels. Comme ça, on réagit beaucoup plus rapidement en cas de besoin. Afin d'expliquer le mécanisme de la connaissance de la situation, le physiologiste sportif David Sandler va mener une expérience. Il veut comparer le degré de vigilance de l'expert en autodéfense à celui de Monsieur Tout-le-Monde, incarné ici par le producteur exécutif de Sciences du combat, John Brankus. Au quotidien, on se promène sans se préoccuper de notre environnement, ce qui nous rend vulnérables aux agressions. Donc John représentera aujourd'hui l'homme ordinaire. La vigilance n'est pas au cœur de ses préoccupations. Je dirais que je suis comme la plupart des gens. Je ne fais pas très attention à ce qui se passe autour de moi. Je parle souvent au téléphone cellulaire où je suis perdu dans mes pensées. De son côté, Amir compte 20 ans d'expérience en arts martiaux et 3 ans au sein des forces armées israéliennes, sans oublier qu'il enseigne l'autodéfense depuis plus de 15 ans. Chez Amir, la vigilance est devenue une seconde nature. Il s'agit de porter attention à notre environnement. Où on est? Qui se trouve à proximité? C'est important de distinguer vigilance et inquiétude. Je ne suis pas paranoïaque et je ne vois pas des agresseurs partout. Je suis simplement conscient de ma situation. Pour illustrer à quel point une perception aiguë de notre environnement peut nous protéger, Joshua Yacouban du laboratoire des sciences appliquées équipe nos 2 cobayes d'oculomètres. Ce dispositif montrera non seulement tout ce qu'ils regardent, mais également ce qui leur échappe. John, pendant qu'on se prépare, je t'explique. Tu vas faire une petite promenade et on va voir ce qui se passe tout au long de ta marche. Vous voyez exactement ce que je vois. On sait exactement ce que tu regardes. L'objectif de l'expérience consiste à montrer la différence entre la connaissance de la situation d'un expert et l'œil non exercé de l'homme ordinaire. John, tu vas monter l'escalier, faire le tour du laboratoire et redescendre pour nous rejoindre. D'accord, je vais parler au téléphone, fidèle à mon habitude. D'accord, tu es prêt? Prêt. Vas-y. D'entrée de jeu, John ne pense qu'à se rendre à l'escalier et il ne remarque pas les 2 menaces potentielles à sa gauche.
L'oculomètre enregistre ce que John regarde, mais il y a une énorme différence entre regarder et voir. Ces lignes visuelles sont irrégulières. Même s'il est conscient de ce qui l'entoure de façon générale, il ne remarque pas les détails importants qui pourraient le mettre en garde contre un éventuel danger. Maintenant, c'est l'œil alerte d'Amir qui est mis à l'épreuve. En marchant, je peux prévenir un danger en regardant attentivement autour de moi. Tout simplement. Les yeux d'Amir balaient les lieux avec une approche méthodique. J'ajoute l'élément de dissuasion. Je ne me comporte pas comme une victime. Si une menace potentielle se présente, je vais réagir avec célérité et efficacité. Parce que je l'aurai remarqué une fraction de seconde plus tôt. La différence entre ce que John et Amir ont vu est saisissante. Le logiciel traitant les données de l'oculomètre révèle que John a posé son regard sur les sujets, mais il s'est davantage intéressé aux obstacles sur son chemin. La perception d'Amir était radicalement différente. Il a examiné attentivement chacun des sujets, à l'affût des moindres détails suggérant une éventuelle menace. En restant vigilant, il est possible d'accélérer son temps de réaction de 300%. Mais que font les experts quand l'affrontement est inévitable et qu'ils doivent se défendre? Give me the car keys. Give me the car keys. Don't play with me. Leur pire ennemi n'est pas leur agresseur, mais plutôt leur propre esprit et leur propre corps. C'est ce qu'on appelle la réaction de combat ou de fuite. Ce phénomène peut en faire soit des victimes, soit des machines de combat. La première réaction du corps devant une menace se produit dans le cerveau. La région de l'hypothalamus prévient les différentes glandes du corps du danger potentiel, ce qui stimule la sécrétion d'hormones de stress, dont l'adrénaline, dans tout l'organisme. Ces hormones augmentent le rythme de la respiration et la fréquence cardiaque. Certains vaisseaux sanguins se contractent, ce qui limite le flux sanguin dans les régions moins vitales, tandis que d'autres vaisseaux se dilatent, ce qui envoie des nutriments et de l'oxygène dans les muscles plus importants comme les quadriceps, les triceps et les mollets, qui sont à leur fin prêts à passer à l'action. L'ouïe baisse, les pupilles se dilatent et le champ de vision rétrécit pour se concentrer uniquement sur le danger. Avec ces changements physiologiques, on assiste à une véritable métamorphose de l'esprit et du corps. Mais une question fondamentale demeure. Va-t-il figer ou se défendre? Au lieu de prendre ses jambes à son cou, il décide de riposter. Quand on est victime d'une attaque, l'adrénaline envahit notre organisme. Avec l'expérience, on apprend à en tirer profit. Les données révèlent qu'en exploitant cette décharge d'adrénaline, le temps de réaction de l'individu peut augmenter de 100%. Et sa force physique être décuplée de plus de 300%. Grâce à l'entraînement et à l'apprentissage, on peut arriver à passer d'un état passif à un état agressif, sans la moindre hésitation. Stay down, stay down, stay down. Être conscient de son environnement et comprendre comment tirer profit de ses réactions physiologiques devant une menace sont les principes de base de l'autodéfense. Mais qu'en est-il lorsque l'agresseur est impossible à repérer? C'est l'un de nos pires cauchemars. Ce n'est pas un hasard si les criminels agissent souvent à la nuit tombée ou dans des endroits mal éclairés comme les stationnements souterrains pour attaquer leur proie. Les criminels attaquent dans l'obscurité parce que c'est plus simple de suivre leurs victimes. Sans compter qu'ils sont plus difficiles à identifier par la suite. On s'est demandé s'il était possible de se défendre efficacement dans le noir. Afin d'en faire la démonstration, Amir, notre expert en autodéfense, portera une panoplie de capteurs spéciaux. Sa tenue peut sembler ridicule. Ce que je ne ferai pas pour la science. Mais les données recueillies pourraient sauver des vies. J'ai installé 12 capteurs différents sur ton corps. Ils vont mesurer la vitesse de déplacement de tes bras et de tes jambes et la force que tu génères. On l'appelle le système FAB, qui signifie bilan fonctionnel biomécanique.
Il s'agit d'un réseau de capteurs tridimensionnels qui suivront le corps d'Amir en temps réel. Les scientifiques pourront analyser et mesurer les réactions de leurs cobayes avec une grande précision. Ok, la simulation de l'attaque peut commencer, mais on y ajoutera un défi supplémentaire, je crois. Oui, tu n'auras pas la partie facile, tu auras les yeux bandés. C'est le test le plus réaliste qui soit. En autodéfense, on commence toujours en situation de désavantage devant notre agresseur. Dans le rôle de l'assaillant, on retrouve Sam Shadeh, un adepte des arts martiaux mixtes. Il nous fallait quelqu'un d'expérimenté parce qu'Amir va contre-attaquer pour vrai. Amir, afin d'obtenir les meilleures données possibles, on ne veut pas que tu te retiennes. C'est pourquoi Sam a revêtu une tenue protectrice. Tes coups doivent être aussi réalistes que possible quand tu vas te défendre. David, tu peux lui bander les yeux? On te prive de l'un de tes 5 sens. Ça promet d'être intéressant. Quand on est la cible d'une attaque dans l'obscurité et que notre vision est réduite, il faut compter sur nos autres sens, comme le toucher et l'ouïe, pour se protéger et évaluer la position de l'agresseur. Amir n'a pas la moindre idée d'où surgira son assaillant, ni ce qu'il va faire. 3, 2, 1, go! L'affrontement a éclaté si rapidement qu'il est difficile de décrire ce qui s'est vraiment passé. Au ralenti, les images révèlent la stratégie d'Amir. Dès qu'il a senti le point de contact de son agresseur, il a réduit l'espace entre eux, ce qui lui a permis de contrôler la situation malgré ses yeux bandés. Il s'est fié à son sens du toucher. Et il a plaqué son corps contre celui de l'agresseur pour déterminer sa position, la répartition de son poids et ses éventuels points faibles. Peu importe le poids de la victime, qu'elle pèse 50 ou 125 kilos, elle doit profiter de son élan et de l'effet d'amplification. Et cette fois, Sam va attaquer par devant. 3, 2, 1, go! Une fois de plus, l'échange aura duré à peine quelques secondes. Et une fois de plus, Amir en sortira vainqueur même s'il ne voit absolument rien. Les données recueillies révèlent comment il y est parvenu. D'abord, Amir réprime son instinct de fuite. Au contraire, il se jette contre le corps de son agresseur afin de maximiser l'effet d'amplification et trouver ses points faibles. Il se sert de ses coups les plus directs et les plus puissants, comme un coup de genou dans l'aine ou au plexus solaire, ce qui oblige son adversaire à se pencher. En se retournant, Amir colle sa hanche droite sur le bassin de son adversaire, juste sous son centre de gravité. Grâce à l'effet d'amplification, il peut le soulever sur son dos avant de le lancer violemment au sol. Le secret du succès de l'autodéfense réside dans la préparation physique et psychologique. L'autodéfense commence avec notre état d'esprit, ne jamais se considérer comme une victime. On a vu que tu étais conscient de ton environnement. Tu arrives à te servir de tes autres sens. En connaissant les points faibles de l'anatomie, tu réussis à avoir le dessus sur n'importe quel agresseur, même si tu n'y vois rien. C'est très difficile, mais il ne faut pas oublier qu'il existe des solutions grâce à l'entraînement et à l'apprentissage. On peut améliorer le temps de réaction et la confiance. Les experts s'entendent pour dire qu'en autodéfense, notre arme la plus puissante n'est pas un revolver, ni un couteau, ni une clé, ni une matraque, mais bien notre cerveau. Reconnaître une menace une fraction de seconde plus tôt peut vous sauver la vie. Ils sont conscients de leur position et des individus qui les entourent. Ils connaissent les points faibles du corps humain et savent comment les exploiter. Ils reconnaissent les objets susceptibles de se transformer en armes improvisées. Ils savent comment désarmer un assaillant.
et comment se servir de leurs autres sens quand ils sont privés de la vue. En résumé, ils sont vigilants et prévoyants. Préparez-vous physiquement, psychologiquement et émotionnellement. Soyez toujours aux aguets. Refusez d'être une victime. Parce que l'expression « savoir ses pouvoirs » prend tout son sens quand vient le temps de se défendre.